Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Les jeunes et la violence. La violence accompagnée de l'agressivité est un fait inné. Elle est latente et sommeille dans chaque individu. Les circonstances fâcheuses, défavorables, frustrantes et humiliantes, imprégnées de l'esprit de haine et de vengeance, l'alimentent et au besoin la déclenchent. La violence est un mode d'expression de la souffrance, du malaise, du désespoir, de l'incompréhension et de la révolte. De nos jours, elle est devenue quasi universelle. Le 14 septembre 2006, Kofi Annan, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, fait un constat alarmant du haut de la tribune de l'Assemblée générale. Le monde est de plus en plus violent, l'insécurité gagne du terrain. Le psychologue Dominique Fernandez rapporte ces mots de Platon 427 à 328. Dans la revue La Page. Le père redoute ses enfants, le fils s'estime égal à son père et n'a pour ses parents ni respect ni crainte. Ce qu'il veut, c'est être libre. Le professeur a peur de ses élèves. Les élèves couvrent d'insultes le professeur. Les jeunes veulent tout de suite la place des aînés. Les aînés, pour ne pas paraître retardataires ou despotiques, consentent à cette démission. Au regard du constat d'un fait social de son époque relaté par Platon, il apparaît clairement que la violence remonte à la nuit des temps. Elle était présente en Égypte pharaonique, en Grèce antique, à Rome du temps de César. En fait, la violence est présente dans toutes les civilisations. La Bible fait mention de la violence dans le livre de la Genèse, ch. 6, volume 11. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Selon Dominique Fernandez, la violence constituerait un phénomène social difficile à éradiquer quelles que soient les mesures, les actions éducatives qui pourraient être déployées. La prévention reste cependant un précieux outil pour la contrôler et freiner les débordements inattendus. Il signale aussi que pour Freud, la violence réside dans l'homme lui-même. Celui-ci a dit : l'homme est en effet tenté de satisfaire son besoin d'agression aux dépens de son prochain, d'exploiter son travail sans dédommagement, de l'utiliser sexuellement sans son consentement, de s'approprier ses biens, de l'humilier, de lui infliger des souffrances, de le martyriser, de le tuer. Il ajoute que la violence se manifeste à travers des actes de provocation et d'irrespect, des insultes, des humiliations, du vandalisme. Les causes ou les raisons de l'escalade de la violence des jeunes tournent autour de la démission parentale et de l'éducation en péril, des échecs scolaires, du chômage exponentiel des jeunes, de la précarité, de la pauvreté dans des milieux sensibles, de la politique de emploi, de l'intégration en panne, de l'inégalité des chances et des droits, de la discrimination à l'embauche, pour le logement, de l'exclusion et du racisme, de l'insuffisance des structures d'encadrement, d'accompagnement des jeunes en difficulté. Certains jeunes mettent en exergue la provocation et les pressions policières accompagnées de mépris, d'humiliation, d'irrespect vis-à-vis d'eux, faits générateurs d'esprit de haine, de vengeance et de révolte. Pour plus de pertinence et de lisibilité, nous présentons quelques cas de violence récurrentes dans différents milieux. 1. La violence au niveau du foyer. La violence conjugale en France est une réalité indéniable qui touche toutes les catégories sociales. Elle peut être verbale, insulte, physique, coups, blessures, séquestration, psychologique, colère, intimidation, humiliation, sexuelle, viol. Des pères violentent leurs épouses et leurs enfants. Ces derniers reproduisent à leur tour plus tard les violences dont ils ont été, soit des témoins oculaires, soit des victimes résignées. Ces enfants traumatisés manifestent de la haine, développent l'esprit de rébellion, de vengeance à l'encontre du père dominateur, provocateur et intolérant. Les violences physiques et psychologiques des parents sur les enfants conduisent certains voisins ou des services sociaux à saisir la justice. Récemment, un couple violent a été condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à une forte amende. Selon une enquête réalisée en France en 2003 à 2004, une femme meurt en moyenne tous les 4 jours suite à des violences au sein du foyer. Pour éviter à ces femmes de nouvelles tragédies, il n'existe qu'une solution, selon Odile C., substitut du procureur, l'éloignement. Lalo, présidente de Stop à la violence intrafamiliale, SAVIF, déplore qu'une femme sur 10 ait déjà été victime de violences conjugales. Son association aide les femmes battues à briser le silence. Le collectif national pour les droits des femmes,
CNDF, qui fédère 140 associations féministes, des syndicats et des partis de gauche, a organisé le 24 novembre 2006 une journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes et une manifestation à Paris pour demander une loi cadre contre les violences faites aux femmes. Sa présidente, Susie Rothman, déclare par rapport à ces violences: « Il s'agit d'un véritable problème politique et de société. Depuis le début de l'année en France, une femme meurt en moyenne tous les 3 jours victime de violences conjugales. Nous demandons la création comme en Espagne de tribunaux de violence à l'encontre des femmes avec des compétences pénales et civiles. » Lors de cette grande journée, une femme témoigne: « Mon mari est cadre, père de famille et agréable en société. En privé, vivre à ses côtés est devenu un enfer. » De nombreux pays européens ont mis en place divers dispositifs pour lutter contre la violence domestique. Ils passent par l'éducation, la formation des professionnels, l'application des lois, l'aide aux victimes. La France se retrouve à la traîne derrière des pays comme la Suède, l'Espagne, les Pays-Bas, l'Irlande, l'Allemagne. Les Pays-Bas consacrent près de 4 fois plus de moyens à la lutte contre les violences conjugales. L'Irlande y consacre 5 fois plus de moyens. En Allemagne et au Danemark, ce type de délit dépend du ministère public. L'Espagne compte 393 foyers d'accueil pour les femmes victimes de violences conjugales. L'Allemagne en compte 400. La France, quant à elle, dispose seulement de 33 foyers d'accueil. Par rapport à ses voisins, elle n'a pas encore pris le problème des violences conjugales à bras-le-corps. Les femmes et les hommes battus ont honte de faire part de leurs épreuves. Ils supportent et croient que la situation finira par s'améliorer, et le calvaire perdure parfois 10 à 20 années, voire au-delà. Pour contourner la situation d'humiliation tout en apportant des interventions d'urgence, la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité a lancé le 14 mars 2007 un nouveau numéro d'aide, le 3919, numéro anonyme d'écoute et d'orientation avec les professionnels au bout du fil. Ce centre d'appel s'adresse en tout premier lieu aux femmes qui sont les plus concernées par les violences familiales, ainsi qu'aux enfants et aux hommes en situation de maltraitance. Le centre a enregistré 382 appels le jour de son lancement officiel. En France, 368 personnes sont décédées en 2006 des suites de violences conjugales, soit 37 femmes et 31 hommes dont les 3/4 battaient leur compagne. Le problème de la violence conjugale se poursuit même après la séparation ou le divorce. En effet, l'un des conjoints transforme généralement l'autre en bouc émissaire de l'échec conjugal qui l'harcèle moralement, soit par téléphone, soit par courrier postal ou électronique, soit directement auprès de la famille ou de l'avocat. 2. La violence à l'école. L'école n'est pas à l'abri de la violence. Aucun pays n'est épargné. Le meurtre d'un élève de 15 ans en Angleterre a suscité émoi et bouleversement. Au Canada, un forcené a tué avec un fusil une jeune fille de 23 ans. Les États-Unis ont enregistré de nombreux cas. En mars 2005, une fusillade dans un lycée de Red Lake, Minnesota, a fait 10 morts. Le 2 octobre 2006, un forcené a fait plusieurs victimes dans une école de Pennsylvanie, tandis que le 16 avril 2007, un étudiant d'origine asiatique, probablement un psychopathe à la recherche d'attention, a tué 32 personnes lors de plusieurs fusillades dans un dortoir de l'Université de Virginia Tech. Il s'agit de la fusillade la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis, où la vente des armes à feu est libre. La France n'occupe pas le dernier rang dans ce domaine. La Dépêche du Midi a dressé la liste de quelques cas. Le 6 février 2005, un lycéen de Jolimont, quartier de Toulouse, est violemment agressé et se fait voler son vélo. Le 7 février 2005, un parent d'élève gifle le principal du collège Bloom de Colomiers, banlieue de Toulouse. Le 20 octobre 2005, le proviseur du lycée de Jolimont, quartier de Toulouse, est agressé devant son bureau par 2 jeunes étrangers à l'établissement. Le 22 novembre 2005, le directeur de l'école de Souptard, quartier de Toulouse, est envoyé à l'hôpital par un père irascible. Le 27 janvier 2006, un père dont la fille a été sermonnée frappe un responsable du collège Louisa Paulin de Muret, banlieue de Toulouse. Le 30 janvier 2006, une étudiante est agressée au couteau à la cité universitaire de l'Arsenal, à Toulouse.
Le 19 juin 2006, une adolescente est rouée de coups par ses camarades de la maison d'enfants, le Chêne Vert, de Florence, banlieue de Toulouse. Le 15 septembre 2006, pour se venger d'une peine de cœur causée par une copine de 14 ans, un jeune homme de 21 ans frappe le directeur adjoint du collège de Balma, banlieue de Toulouse. Le 6 octobre 2006, un enseignant est victime d'une agression à la sortie du collège Rainerie de Toulouse. Une demi-douzaine de personnes l'encerclent, le passent à tabac. Il est blessé au visage. Le 25 novembre 2006, une adolescente de 14 ans est victime d'un coup de couteau porté par un jeune homme de 15 ans dans la cour du collège Nicolas Vauquelin de Toulouse. Elle ne voulait pas sortir avec lui. La liste serait longue si l'on devait passer en revue toutes les villes françaises. Il est à noter toutefois le décès d'un élève de 12 ans au collège Albert Camus de Meaux, le 21 décembre 2006. Le décès de cet adolescent serait plutôt dû à un problème cardiaque, et non aux coups donnés par ses agresseurs présumés âgés de 11 ans. La violence à l'école déclenche la panique. Elle provoque des angoisses, crée un réel malaise, engendre l'esprit de vengeance, de sadisme, de rancune et de méchanceté. Le magazine de la compagnie d'assurance Maïf publie quelques données statistiques. 64% des parents d'élèves ont peur de l'école. Il préconise le recrutement d'enseignants et de surveillants plutôt que la REPRESSION. Pour la FCPE, principale fédération de parents d'élèves, les cas de violence scolaire témoignent d'un gros problème d'encadrement. Elle relève que 10% des collèges et lycées cumulent 50% d'actes de violence. Ces établissements sont classés pour la plupart en zone violence. 23 094 actes de violence sans armes ont eu lieu. 1557 rackets ou tentatives de rackets ont eu lieu. Ce bilan officiel de 2004 est multiplié par 30 par l'Observatoire des élèves français. La violence en milieu scolaire vise principalement les élèves qui sont les premières victimes de leurs camarades. Ils subissent des traumatismes importants selon Éric de Barbieux, à Bordeaux, de l'Observatoire européen de la violence scolaire. Des professeurs considérés comme des ennemis à abattre. Coups, insultes, menaces deviennent leur lot quotidien. Certains élèves vont plus loin en insultant leurs professeurs sur leur blog. Le quotidien 20 minutes du 3 janvier 2005 rapporte: en 2005 à 2006, le personnel scolaire a été davantage visé par des actes malveillants, selon une note du ministère de l'Éducation nationale. Ce document fait état d'une dégradation de la situation depuis 2002 à 2003, avec une hausse des incidents qui concernent surtout les professeurs. Plus 7% par rapport à l'année 2004 à 2005. 82 000 incidents ont été signalés durant l'année 2005 à 2006. 70% des incidents contre des enseignants se traduisent par des insultes ou des menaces verbales. Le quotidien Métro de mars 2005 rapporte l'exclusion de 8 lycéens de plusieurs établissements, suite aux insultes à l'endroit de leurs professeurs sur leur blog. Cette mesure a été jugée disproportionnée par la Fédération des parents d'élèves. Dans le même ordre d'idées, une exclusion définitive a été prononcée contre 3 élèves d'un lycée d'Amiens pour avoir tenu des propos crus, diffamatoires et injurieux à l'endroit des professeurs nommément cités. Selon une interview sur Radio Monte-Carlo, ces enseignants très choqués pleuraient à chaudes larmes. Le cas d'un jeune d'un collège de l'Isère qui voulait se venger d'un professeur et le châtier est déroutant. Voici succinctement les faits. Le professeur, dépassé par les perturbations incessantes de l'élève, lui demande sur un ton autoritaire de se tenir tranquille. Il lui lance avec humour: « Arrête de faire le singe ». Le collégien saisit cette aubaine pour l'éclabousser. Ces propos d'apparence anodins vont prendre une ampleur disproportionnée. C'est du racisme, clament les défenseurs de l'élève qui est d'origine africaine. Pour ceci, l'enseignant qui est aussi éducateur aurait dû se contrôler, faire preuve de prudence. Ces défenseurs, quant à eux, s'arc-boutent pour faire valoir qu'il n'est pas du tout raciste, que les expressions « ne fais pas l'andouille »,« ne fais pas le cirque »,« ne fais pas l'idiot »,« ne fais pas le malade », etc. sont des termes courants. Entre-temps, le professeur est suspendu et son sort dépend d'une décision rectorale. Selon Alain Aymonier, président de la Fédération des autonomes de solidarité, 50% des violences sur les enseignants sont le fait des parents d'élèves eux-mêmes. Le quotidien 20 minutes du 29 novembre 2006 note que les incivilités ont tendance à se développer dans les cours d'école.
ce n'est pas le champ de Verdun, mais au fil des ans, on observe une dégradation, souligne François Baltama, président départemental de l'Autonome de Solidarité Laïque. En 2005 à 2006, cette association a mandaté 27 fois un avocat pour connaître des agressions physiques ou verbales contre 6 fois un an plus tôt. Les faits peuvent être des accusations mensongères. Un professeur d'éducation physique a été accusé de viol par 2 élèves qui se sont rétractés. Depuis lors, il est démoli, souligne François Baltama. Le quotidien conclut : à Toulouse, un père de famille a écopé de 3 mois ferme pour avoir frappé un enseignant. Quelques propositions relatives à la violence scolaire. Face à l'aggravation exponentielle du taux des violences en milieu scolaire, de profondes réflexions doivent être menées par tous les partenaires de l'école française. Du citoyen ordinaire au personnel de l'administration scolaire, aux parents d'élèves, toutes les composantes de la nation doivent conjuguer leurs efforts et mettre en commun les fruits de leurs analyses en vue de la recherche des voies et moyens pour enrayer ou tout au moins atténuer les violences en milieu scolaire. Nous proposons des pistes de réflexion qui peuvent s'insérer dans un grand ensemble de projets de solutions à ce brûlant problème d'actualité. Dès l'école maternelle, le jeune citoyen doit apprendre la devise de la France, liberté, égalité, fraternité. Cette devise doit être affichée en grands caractères dans toutes les classes. Elle doit donner lieu à des sujets de dissertation de français, de philosophie et à des débats permanents. Il doit aussi apprendre des valeurs comme la discipline, la morale, l'instruction civique, l'éducation à la citoyenneté, l'amour du prochain, la paix, la tolérance, la différence, etc. S'il paraît difficile d'établir l'égalité parfaite entre les hommes, il est possible de cultiver, d'entretenir des relations de fraternité, 3e mot de la devise, à travers la solidarité, l'altruisme, le désintéressement, le respect et l'acceptation de l'autre en tant que tel dans sa culture, sa confession religieuse. L'on doit combattre, bannir énergiquement à l'école les idées préconçues, les jugements de valeur, les propos racistes, antisémites et xénophobes qui génèrent des conflits et prédisposent à des actes violents. Les élèves doivent être éduqués dans le sens de la valorisation, du respect de l'enseignant. Par le biais de l'instruction civique, l'on doit amener les élèves à se saluer en fixant avec un sourire le regard de l'autre. La société et l'État doivent apporter des subventions aux associations partenaires pour le soutien, l'accompagnement des élèves en difficulté. L'on doit promouvoir le travail des tuteurs ou parrains au profit des élèves des milieux défavorisés pour la recherche des stages et, plus tard, d'emploi, de logement. L'État doit créer de nouveaux postes d'éducateurs spécialisés, d'assistantes sociales et de surveillants dans les écoles. Un travail en profondeur doit être mené en concertation entre professeurs, élèves, parents d'élèves, éducateurs, police, justice, voire les représentants des quartiers. L'accent doit être mis sur la prévention des violences à l'école, par un personnel qualifié chargé d'animer régulièrement des débats soutenus par des films à l'attention des parents et des élèves. La participation d'un psychologue, d'un juge pour enfants, d'un représentant du rectorat d'académie à ces débats renforcera la collaboration et favorisera la prévention des violences comme c'est le cas aujourd'hui au Canada. Ce mouvement en faveur de la prévention reste timide en France. Pour combattre la violence à l'école, l'on se doit d'affiner les stratégies et les méthodes. En effet, les jeunes qui sont exposés à la violence, phénomène social aussi vieux que le monde, peuvent être positivement marqués si le monde des adultes établit un dialogue permanent avec eux, si le juge, l'agent de police peuvent les rencontrer dans leur quartier, non pas pour les culpabiliser ou les tancer, mais pour échanger avec eux, pour chercher avec eux les voies et moyens pour les sortir des ennuis ou du danger susceptible de compromettre leur avenir. Il ne fait aucun doute que les jeunes veulent être écoutés et respectés. Seule la prévention est porteuse de résultats durables. La répression accouche souvent de résultats éphémères. L'histoire montre que c'est le plus souvent l'arme préférée des dictateurs comme Staline. À son décès, il aurait été responsable de plus de 20 millions de morts. Augusto Pinochet, Fidel Castro, Saddam Hussein, Niazor, président du Turkménistan 1986-2006. Ce dernier a systématiquement éradiqué toute opposition et imposé le culte de la personnalité. Idi Amin Dada, président de l'Ouganda, 1971 à 1979, surnommé le boucher de l'Afrique, aurait massacré 300 000 opposants. Il termina sa vie en exil.
Les peuples sur lesquels régnaient ces dictateurs étaient obligés de se soumettre pour survivre. La répression ne peut être privilégiée dans un vieux pays des droits de l'homme, d'autant plus qu'elle a montré ses limites dans l'histoire passée et contemporaine. Les États-Unis expérimentent douloureusement le recours à la répression en Irak. Le bilan est lourd. 3220 soldats américains et alliés tués. Selon une étude publiée aux États-Unis, le 13 mars 2007, un soldat américain sur 4 ayant servi en Irak ou en Afghanistan et étant pris en charge à son retour présente des troubles mentaux. Ces soldats-là sont aussi violents. 650 000 victimes irakiennes. 350 milliards de dollars dépensés. Au début du mois de décembre 2006, face aux difficultés du président américain George W. Bush en Irak, un rapport a été rédigé par une commission indépendante composée de 10 membres, dont des républicains et des démocrates. James Baker le remit au président Bush en vue de l'amener à mettre en chantier une nouvelle stratégie politique empreinte d'humanisme. Le rapport recommande le retrait progressif des troupes, l'usage dégressif de fusils et plus de diplomatie, dialogue, de moins de soldats, répression et plus de formation, prévention. Toutefois, la répression ne pourra être utilisée qu'en dernier ressort. Elle devrait être alors proportionnée, occasionnelle, adaptée. Toujours dans la gamme des propositions, il serait judicieux de organiser des groupes de parole dans les écoles pour favoriser le dialogue, l'écoute, un bon climat de confiance, de respect mutuel et de convivialité. Créer des internats pour accueillir certains élèves des milieux défavorisés et qui ont de sérieuses difficultés scolaires. Affecter dans les zones d'éducation prioritaire, ZEP, des enseignants expérimentés et motivés. Ces axes-ci devraient être encouragés par des primes ou des indemnités particulières. LLS devrait, pourquoi pas, recevoir des décorations pour services rendus à la nation dans ces zones réputées difficiles. Valoriser ces zones d'éducation prioritaire, ZEP, par des visites régulières d'autorités, ministres, recteurs d'académie, maires, chefs d'entreprise. Ces visites revêtent une importance capitale car elles peuvent puissamment contribuer à motiver et inciter les élèves de ces établissements à se mettre résolument au travail, clé de l'insertion ou de la réinsertion sociale, facteur de valorisation du plein emploi. L'on ne doit jamais perdre de vue que les élèves qui fréquentent les ZEP sont aussi des enfants de la patrie, dignes de bénéficier du respect, de la bienveillance, de la tolérance et de l'amour des autres composantes de la nation. Le groupe académique de soutien et de prévention pour les adolescents, Gaspard, a été créé à Lille en 1986 pour apporter une aide au niveau des établissements avec du personnel détaché. Ce groupe reconnaît qu'il n'y a pas que des enseignants qui souffrent, mais qu'élèves et parents souffrent aussi. Les adolescents à problème ne doivent pas être considérés comme des ennemis, mais des individus vis-à-vis desquels l'école a des devoirs. Ils doivent bénéficier d'un soutien, d'un accompagnement, de repères stables. Dans ce groupe, Yves Sirenet ne milite pas pour une tolérance maximale face au comportement des jeunes. Selon lui, chaque cas doit être réglé. Il souligne, si l'enseignant est témoin de racisme, il doit manifester son désaccord. Il faut appliquer des sanctions adaptées et proportionnelles à la faute. Un jeune qui détruit un bien doit participer à la réparation du dommage, si besoin avec le soutien de la justice et de la police. Toutes les instances de la République doivent se donner la main. L'école ne peut rien si elle est laissée seule face à un délinquant. Conseil. Nous interpellons les parents afin qu'ils soient des interlocuteurs responsables, raisonnables, pondérés et conciliants. En coopérant avec les enseignants, en conjuguant leurs efforts, ils participent activement à la réussite scolaire de leurs enfants si un problème, aussi grave soit-il, surgit. C'est seulement par le dialogue et non par la violence qu'il faudrait le régler. Pour les parents incontrôlables, rebelles et agressifs, la justice devrait afficher de l'intransigeance. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.